NFT Business, c'est le podcast qui parle de NFT, mais surtout de la façon dont ils vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et à saisir les opportunités, car oui, ce nouveau monde a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Lema, experte en transformation des médias, et je présente ce podcast avec Benjamin Boutin-Spark, artiste et consultant NFT. Et aujourd'hui, nous recevons deux invités. Nous avons Velayan Swami, qui est CEO et co-founder d'NFTs. Alors, chez NFTs, ils mettent en place un écosystème de transition vers le Web3 pour les entreprises, pour les marques. Et nous recevons aussi Benjamin Blamoutier, qui est vice-président de Customer Experience chez Lacoste. Et oui, la grande marque Lacoste, car nous allons parler du lancement. Aujourd'hui même, début juin, nous sommes de la première expérience Web3 de Lacoste. Bonjour à vous deux, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre podcast et à notre micro. Velayan, merci de prendre la parole pour nous expliquer le point de départ de tout ça. Donc Lacoste, comment ils sont arrivés, c'était quoi leur enjeu, leur objectif, leur demande. Et on parle ici d'expérience Web3 et pas seulement d'une action NFT, enfin d'une vente NFT, donc c'est bien plus large que ça. Je te donne la parole. Oui, tout à fait. Je pense que Benjamin après pourra rebondir, mais c'est intéressant de voir aussi la perception que nous on a pu avoir lorsque la marque a eu ses premiers enjeux. Nous effectivement on a vraiment ressenti cette appétence à rentrer dans cet écosystème qui est le Web3 et de ne pas effectivement se stéréotyper sur ce qu'on a beaucoup vu qui n'est pas forcément mauvais, qu'on appelle le earned media, utiliser le Web3 pour avoir de la couverture presse. On a senti vraiment une dynamique de nous voulons nous lancer, et contrairement à beaucoup de drops NFT, comme tu l'as dit, qu'on a pu voir, qui font un drop et qui s'arrêtent, il y avait déjà une vision de se dire, en fait, si on commence là, on y va sur 5 ans, 10 ans, et Benjamin pourra peut-être mieux le représenter que moi sur comment Lacoste aujourd'hui, c'est pas simplement justement on fait une expérience, on ne fait pas un drop NFT, il y a un vrai engagement presque d'adaptation culturelle que moi je trouvais assez formidable dans nos premiers échanges. Ouais. Donc Benjamin, en fait, l'idée c'était pas de faire une action pour se positionner comme une marque qui ne rate pas le train, c'était vraiment de se dire, ok, on réfléchit à l'écosystème de façon globale, holistique, 360 degrés, et au lieu de faire une action, on entre dans l'écosystème en essayant d'adopter un maximum de codes, et on a une vision sur le moyen et le long terme, c'est ça ? Déjà, tout ce qu'on fait chez Lacoste, nous, on le fait à travers la vision de la marque et notre mission qui est de libérer le mouvement et de connecter les cultures. Donc, tout ce qu'on fait dans nos storytelling, dans nos collections, dans nos expériences, doit servir à connecter toutes les cultures de la marque. On a la chance chez Lacoste d'avoir une marque qui est assez polymorphe, qui est portée par des gens qui ont un style parfois plus classique, parfois street, parfois sport, parfois fashion. Et notre mission, c'est de faire en sorte que le crocodile, ça permet de les connecter dans leur vie de tous les jours. Et nous, ce qui nous intéresse avec le Web3, c'est pas de faire des drops de NFT, d'aller chercher du PR. On a d'autres leviers pour le faire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est plus les phénomènes de fond qu'il y a dans le monde du Web3, c'est-à-dire cette capacité qu'offre la technologie aujourd'hui et qu'offre aussi la culture Web3 de rassembler les gens dans des communautés pour créer ensemble et faire que cette notion de connexion des cultures soit pas juste un concept marketing qu'on traduise dans des contenus, qu'on traduise dans des collections, mais ce soit aussi l'expérience de marque qu'on propose concrètement aux gens. Donc ce qu'on est en train de lancer là, c'est pas juste un drop où la semaine prochaine on voit si ça a marché ou pas marché, comme avec une collection. C'est pas tellement l'idée. L'idée, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin et de construire une communauté qui pendant 1 an, 2 ans, 10 ans va construire ensemble une partie de la marque Lacoste. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce qu'on a envie de faire dans les prochaines semaines. Oui, c'est le mot-clé qui a été lancé, tu viens de le dire, le mot-clé c'est communauté. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le mot-clé n'est pas NFT, comme on a tendance à le croire, parce qu'on voit des marques lancer des drops, donc lancer leur NFT, leur collection de NFT, qu'on peut acheter, qu'on peut revendre, etc. Ça, on en a beaucoup parlé, puis ça, on le voit beaucoup dans la presse. En revanche, toi, tu parles directement de communauté. Tu dis, nous, Lacoste, on est une marque très forte, et Dieu sait si tout le monde connaît cette marque, mais vous dites, le Web3 nous permet
permet d'abord de fédérer une communauté actuelle, ceux qui aiment la marque, mais aussi d'aller chercher ceux qui connaissent moins la marque ou qui pourraient l'aimer plus ou l'aimer différemment. Donc on parle de communauté. Véléienne, je sais que toi, je te redonne la parole parce que je sais que toi tu parles tout le temps chez NFTs, ton agence, beaucoup de ça, de fédérer une communauté et donc de à la fois maîtriser les outils, les nouveaux outils. Alors on parle souvent dans notre podcast de Discord, mais il y a le Twitter, le fameux Twitter qui marche bien aussi. Comment est-ce qu'avec Lacoste, tu as abordé cet aspect communautaire ? En fait, ce qui était assez intéressant, c'était que, comme disait Benjamin, une vraie question de culture, d'acculturation, plus qu'une difficulté technique. La difficulté de la blockchain se situe dans le mindset, l'état d'esprit, les frameworks dans lesquels on est fermé par notre conditionnement sociétal jusqu'à maintenant, parce qu'on vit une disruption technologique. C'est d'aborder ce changement de culture, ce changement de paradigme. Donc, pour venir sur une réponse plus concrète et pragmatique sur ces deux canaux qu'on a utilisés, qui sont Discord et Twitter. Aujourd'hui, si vous allez sur Twitter de Lacoste, vous ne voyez pas une marque qui essaye de faire du NFT. Vous voyez un drop natif. Ce sont les codes des collections NFT qui se lancent. Que ça soit la bio, que ça va être la bannière, la manière de parler, le ton, les interactions aussi avec l'écosystème. Parce qu'un des grands enjeux, lorsqu'on n'est pas une marque réputée qui a déjà une communauté et une IP, donc une propriété intellectuelle reconnue, et ben on va essayer d'aller faire des collaborations avec des projets. On va essayer d'aller parler avec les autres projets pour créer une communauté. Et moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup quand on travaille main dans la main avec Benjamin. C'est ce côté où Lacoste a vraiment cette position de se dire on est une marque, mais on a aussi cette capacité à être humble et se dire qu'on doit apprendre des personnes qui sont déjà dans l'écosystème. Des cryptonatives. Exactement. Ouais. Et c'est souvent l'erreur des marques qui viennent du Web 2 et qui veulent entrer dans le Web 3, c'est qu'elles ne vont pas toujours chercher des compétences cryptonatives. Nous, on fait du conseil et c'est souvent ce qu'on dit. On dit, mais nous, on n'est pas des cryptonatives. Et à un moment donné, dans le conseil, on doit intégrer des cryptonatives parce que le cerveau n'est pas formaté comme nous. Ils n'ont pas le même cerveau que nous. Ils n'ont pas la même vision que nous. Et nous, on a beau se former, et c'est génétique presque. Donc, bravo à Lacoste d'avoir fait ce pas et d'avoir été chercher les bonnes personnes. Ouais. Et pour compléter ce que tu dis, ce qui est hyper intéressant, c'est déjà quand même de se dire que les compétences, effectivement, il faut qu'on aille chercher là où elles se trouvent, avec les codes, les manières de travailler, les outils pour travailler, et d'accepter un petit peu de changer notre manière de procéder pour aborder les clients. Ça, c'est quand même le point, c'est un vrai changement de mindset culturel dans la manière de monter une opération, de créer une communauté, et d'accepter aussi d'avoir des manières de parler à nos clients qui sont un petit peu différentes de d'habitude. Ça, c'est quand même le premier point. Le deuxième sujet, et moi, c'est quand même ce qui m'intéresse dans le Web 3, c'est quand même d'accompagner un mouvement qu'on voit apparaître dans le Web 2 depuis quelques années, d'horizontalité de la relation entre la marque et le client. Là où, dans les années 80, 90, 2000, encore un peu maintenant, on avait une manière d'interagir avec le client qui était très top-down. On crée des storytelling, qu'on traduit dans des concepts, dans des campagnes, dans des collections, qu'on drop avec différents leviers, publicitaires ou d'influence, et après, on crée de la désirabilité et on attend que le consommateur l'achète. Là, ce qui est hyper intéressant quand même, avec ce qui est en train d'apparaître sur le Web 3, c'est que l'horizontalité qu'on recherche, c'est-à-dire un consommateur qui va participer au process de création de la marque, qui va donner son avis, qui va influer sur notre créativité, qui va même parfois aller jusqu'à créer certaines collections. Nous, c'est la vision qu'on porte avec notre projet Web3. Bah là, on a les outils technologiques pour le faire. Et on parlait du NFT, est-ce que c'est une fin en soi, le NFT ? Nous, ce qui est hyper intéressant avec le NFT, c'est qu'il permet finalement de rendre le client une sorte d'actionnaire de la marque. C'est-à-dire que quand vous êtes client Lacoste et vous achetez un NFT, vous allez être actionnaire de la marque dans le sens où vous allez posséder une petite partie de la marque, vous allez avoir un droit de vote, donc vous allez pouvoir décider, rentrer dans une gouvernance comme une assemblée générale, comme quand vous êtes actionnaire, et à la fin, comme quand on est actionnaire, si vous avez été engagé, vous allez avoir non pas un dividende, mais un reward sous la forme d'un produit ou sur la forme d'un contenu ou d'une invitation à un événement. Et c'est cette communauté-là, à travers les NFT, qu'on veut monter, et cette culture Web3 qu'on veut insuffler dans la marque, insuffler dans l'entreprise, avec des gens au sein de l'entreprise, mais aussi des gens dehors,
accompagnateurs comme NFTs, mais aussi parfois même certains artistes avec qui on commence à parler. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que nous on aborde souvent ça. C'est aujourd'hui les consommateurs ont besoin de se sentir en lien avec la marque, et donc il y a un très fort besoin de lien d'appartenance, et c'est toute la difficulté pour les marques, c'est les enjeux de demain, c'est comment je crée le lien et surtout comment je ne le casse pas ce lien, parce qu'en fait tout ça, derrière tout ça il y a le capital confiance, et aujourd'hui les marques ont vraiment une grosse pression à ce niveau-là, donc toutes les marques n'ont pas cette capacité à créer du lien, et le Web3 n'est qu'un outil, encore faut-il bien l'exploiter, bien l'utiliser, et derrière avoir des vraies valeurs qui sont porteuses et qui fédèrent autour de la marque. Mais là, en ce moment-là, on parle plus de social token. Ce qu'on appelle le social token, c'est le social NFT qui permet de se relier à la marque, d'avoir des avantages ou de participer fortement à la décision, finalement. On est plus là-dessus. On est plus là-dessus. Alors, en termes de concept, effectivement, dans la vision qui est dépeinte, ça se rapproche de ça, mais si tu veux, le problème d'un social token, c'est que... Pardon. Si tu as aujourd'hui, disons, 1 million de tokens et que j'en ai qu'un, le droit de vote va être pondéré au prorata de tes tokens. Donc finalement, ce côté égalitaire, ce côté communautaire qu'on veut créer en permettant aux gens de se rapprocher, tu le perds. La chance du NFT, donc NFT, on le sait, c'est un actif non fongible, ça nous permet d'avoir cette unicité de chaque consommateur, mais avec le même pouvoir. Et ce qui va faire la différence, et on le voit quand on a un Discord, hier, justement, on a attribué des OG Crocodile Roles. Très simplement, sur Discord, on peut accorder des rôles. C'est une manière de gamifier sa communauté et de récompenser les personnes les plus actives qui soutiennent le projet depuis le début. Lorsqu'on a donné ce rôle, on était à ce moment-là 25 000 sur le Discord, je pense, ou 20 000, pardon. On a eu 17 000 réactions. Si vous allez sur le Discord, énorme. Il y a 17 000 réactions sur le message pour claim le rôle. C'est des taux d'engagement qui n'existent pas sur Instagram. Comment vous avez fait ? Sur Twitter. Parce que vous avez été très vite pour... Alors, avant cette question, j'ai une autre question. Est-ce qu'il existait un Twitter Lacoste avant cette opération ? Ouais, il existe un Twitter Lacoste qui a à peu près 1 million de followers. Après, pour une marque comme Lacoste, c'est pas forcément le réseau social qu'on va utiliser le plus, parce que Twitter, c'est un réseau social de conversation. Donc il faut qu'on arrive à positionner la marque sur des sujets de conversation qui sont dans des moments à un instant T et qui leverage des communautés très engagées pendant un laps de temps très court. Donc ça, c'est la complexité qu'on a avec ce réseau. On voit des acteurs qui sont éloignés du milieu de la mode, comme les acteurs dans les paris sportifs, des acteurs comme Netflix, qui arrivent à animer des communautés à travers des contenus très réguliers, très chauds à un instant T. Nous, on le fait très bien sur des événements sportifs. On sponsorise Roland-Garros depuis 50 ans chez Lacoste. Et quand il y a Roland-Garros, on arrive à animer nos communautés sur Twitter à travers les résultats de nos sportifs qui s'expriment sur le terrain. Après, on voit là depuis quelques jours sur le sujet Web3 qu'on arrive à engager d'autres communautés avec les codes du Web3 et surtout, je vous parlais de connexion des cultures, depuis quelques jours, on se connecte avec des studios spécialisés dans le Web3, dans la création 3D, dans la création digitale. On se connecte avec certains leaders d'opinion avec qui on commence un peu à parler. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, à travers cette opération, la marque, elle se connecte finalement avec d'autres natures de visage de la marque Lacoste, et qu'on va commencer aussi à façonner un visage Web3 de Lacoste sur la plateforme Twitter. Ouais, très intéressant. Et la communauté sur Discord, vous l'avez développée très rapidement, si j'ai bien compris. Elle est allée assez vite, effectivement. Est-ce que tu peux expliquer, parce que c'est une énigme quand même d'avoir été aussi vite. Alors, en fait, un des choix qui a été fait, c'est de se dire... Donc le nom de l'expérience, on l'a pas mentionné jusqu'à maintenant, c'est Underwater, le crocodile qui est sous l'eau. D'accord. Okay. Un crocodile qui est sous l'eau va sortir de l'eau petit à petit. C'est dans la nature intrinsèque du crocodile. Et à travers tous les axes de communication, on a voulu dépeindre cette métaphore. Donc même le Discord, lorsqu'il s'est lancé lundi, il était totalement fermé. Hier, on a eu l'announcement channel. Donc en fait, dans Discord, on va avoir différents channels. On va pouvoir mettre différents types d'informations. Certains pour que la communauté discute, d'autres juste simplement pour dire voici les annonces. Donc dans notre cas, c'était le channel des annonces. Aujourd'hui, on va voir, je vous laisserai suivre, parce qu'aujourd'hui, on est le 8 juin. Peut-être que lorsque vous écouterez, ce moment sera déjà passé. On va avoir un nouveau channel qui s'ouvre. Et en fait, petit
petit à petit, on va arriver jusqu'à l'ouverture du Discord complet. Lorsque le teaser est sorti, pour revenir à ta question, déjà, on a eu l'appui, bien évidemment, de leaders d'opinion de l'écosystème qui en ont parlé, aussi des stratégies très simple d'acculturation et de connexion avec l'écosystème. Et c'est ça, je pense, qui fait la différence. C'est qu'aujourd'hui, on le sait, on a des communautés NFT qui sont très chaudes, qui viennent de se bâtir en un mois. Ça va très très vite dans ce monde, on le sait. Le simple fait de créer une interaction et de montrer la reconnaissance au Web3 pour une marque comme Lacoste, c'est ce qu'on attend dans le Web3. On attend la reconnaissance de nos pairs. Oui, mais c'est-à-dire que concrètement, vous avez donc une équipe de gens qui vont sur Twitter, notamment au Discord, et qui interpellent la communauté, interpellent ceux qui aiment les collectibles, par exemple, ceux qui collectionnent des Bored Apes, ceux qui collectionnent des CryptoPunks, ça c'est les plus connus, mais maintenant il y a toute une autre série de collections qu'on appelle les Degen d'ailleurs, dont vous les interpellez, vous dites, nous on aime bien, on a compris votre communauté, mais nous on en crée une nouvelle, est-ce que ça vous brancherait de venir? En fait c'est un peu, de manière plus subtile. C'est quand même un peu plus, quand même un tout petit peu plus subtil dans le sens où nous on n'a pas la volonté chez Lacoste de faire un lancement, un lancement marketing bien lourd. C'est-à-dire que honnêtement, on a juste fait un tweet où on a révélé finalement qui on était dans le Web3 et qui on voulait être. C'est le crocodile, c'est qui on est. C'est ce crocodile qui a été inventé il y a 90 ans par René Lacoste en regardant une valise en crocodile dans une vitrine aux États-Unis avant d'aller jouer un tournoi de tennis. Et cette histoire-là, on la transpose dans le Web3, on émerge, et après, on entame la conversation avec des gens qui, de toute façon, ont un amour dans la vie physique, la vie du Web 2 ou du Web 1 d'ailleurs, pour le crocodile. Et ces gens-là spécialisés dans le Web 3 commencent aussi à interagir avec nous. Parfois sont d'accord avec ce qu'on va faire d'ailleurs, parfois seront pas d'accord, mais c'est une conversation qui va nourrir aussi le reste de notre stratégie. Et après, sur un sujet comme Discord, parce qu'on se parlait de Twitter, mais sur un sujet comme Discord, nous, notre conviction, c'est que c'est pas juste un channel d'information. Moi, ce que je veux pas faire, c'est juste un channel où il y a des gens qui nous rejoignent parce que c'est Lacoste et on pousse des informations au fil de l'eau. Et nous, on s'est structuré aussi chez Lacoste et avec des partenaires pour pouvoir animer ce channel Discord et cette communauté. Lui donner une vie de communauté avec des rôles et responsabilités pour chacun des membres, et surtout la lancer dans un process de co-création où moi, toutes les bonnes idées qu'il y a parmi les 30 000 personnes à l'heure actuelle qui nous ont rejoints sur Discord, toutes les bonnes idées, toute la créativité, toutes les prises de risques aussi qu'il y a chez ces gens-là, on a envie de communiquer avec eux pour commencer à façonner un petit peu la marque et à créer ensemble un peu la marque de demain. C'est ça qui est hyper intéressant. Ouais, je comprends. Donc il y a quelque chose qui fait partie des codes du Web3 et du code des collectibles NFT, c'est l'énigme. Donc j'ai bien compris que vous avez lancé une énigme qui est le crocodile underwater. Donc ce crocodile, que va-t-il lui arriver, etc. Le crocodile, c'est effectivement l'emblème de Lacoste depuis longtemps et c'est extrêmement puissant comme véhicule. Et puis il y a quelque chose d'amusant dans le crocodile, c'est que les collectifs depuis déjà 1 an et demi sont bien souvent des animaux. Et en fait, on retrouve, peut-être que Lacoste a eu cette chance inouïe, c'est de proposer un animal qui fait la suite au Bored Ape, qui fait la suite au hibou, les night bird, etc. Les moonbird, pardon, c'est ça. Et donc, on s'inscrit aussi dans des codes. Et donc, vous lancez une énigme pour l'instant, et libre aux gens de s'intéresser à cette énigme et de creuser et d'essayer de trouver ce qu'il y a derrière, finalement. Ouais, et ce qui est génial avec le crocodile, c'est que c'est un terrain de jeu sans limite. C'est un terrain parce que bien sûr on est dans les frontières de la forme du crocodile, mais au sein de ce crocodile, on peut tout faire. Nous, Lacoste, on est une marque qui travaille fortement la customisation. Allez d'ailleurs sur notre flagship qu'on a ouvert sur les Champs-Élysées il y a 10 jours, on a un atelier de customisation où nos clients peuvent choisir le crocodile qu'ils vont poser sur leur on peut s'en emparer du crocodile en fait, c'est vraiment libre. Voilà, en fait. Et exactement. Ouais. Et donc ce qu'on fait en physique, clairement derrière la tête, on se dit que en virtuel, en digital, nous-mêmes ou avec des partenaires, on va pouvoir faire des choses extraordinaires au sein de ce crocodile, où le potentiel artistique est quasiment sans limite. Moi, ce que je retiens en filigrane de ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a la communauté Lacoste classique, Web 2, on va dire, et puis là, vous avez créé très rapidement une communauté Web 3, parce que Lacoste a tout de suite adopté les codes Web 3. Mais il y a quand même un élément qui est très fédérateur, c'est la marque forte. Et donc la marque forte avec des valeurs aussi ancrées, et au final, Lacoste, on a presque tous une histoire
avec Lacoste, c'est un truc, on fait tous partie de l'histoire de Lacoste, et Lacoste fait partie de notre vie à tous finalement. Tout le monde a eu un polo Lacoste. Tout le monde a eu un polo Lacoste. Tout le monde a eu des chaussettes Lacoste. Tout le monde a eu un sac à dos pour aller au scout Lacoste. Enfin, moi je me souviens. Bref. Et donc il y a déjà ce lien d'appartenance à la marque dans le Web 2, et donc une marque comme ça forte. Quand elle arrive dans le Web 3, tu disais dans le Web 3, on demande d'être reconnu par nos pairs. Eh bien, finalement, c'est pas que vous êtes attendu, mais quand vous êtes arrivé, vous avez déjà quelque part une partie des codes, puisque ce lien d'appartenance qui est très fort en demande dans le Web 3, vous l'avez déjà dans le Web 2. Et donc, pour une marque comme vous, c'est presque le prolongement logique qui suit l'évolution de la technologie. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je comprends en filigrane de ce que vous me dites. Donc, voilà, déjà bravo. Mais moi, j'aimerais bien savoir, pardon que je te coupe, en interne chez Lacoste, parce que je vois bien, Benjamin, que tu es aussi d'une génération plutôt habile, je pense, avec les outils d'aujourd'hui, les outils digitaux et les réseaux sociaux. Est-ce que, comme Lacoste est une vieille maison aussi, comme tu disais, 90 ans, mon grand-père en mettait un, mon père mettait un Lacoste, moi aussi, est-ce que ça a été facile en interne dans l'initiative que tu as eue? D'abord, est-ce que c'est ton initiative? Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce qu'en interne, ça a été facilement accepté? Est-ce que justement, il y a eu des confrontations, peut-être des échanges de points de vue qui pourraient nous intéresser, qui pourraient intéresser toutes les marques qui nous écoutent? Nous, on a la chance de travailler dans une entreprise qui est quand même assez portée sur l'innovation, qui a été quand même assez rapidement dans son histoire efficace en e-commerce, qui a été assez puissante rapidement sur les réseaux sociaux. Donc on est dans une entreprise qui culturellement est quand même attirée par ces sujets-là, ne serait-ce que parce que son fondateur, René Lacoste, j'en reviens toujours à la genèse, était lui-même un inventeur. Il a inventé le polo il y a 90 ans en déchirant les manches de sa chemise pour libérer le mouvement. Donc vous voyez, ça vient de là, on a de la suite dans les idées. Et clairement, on a une culture d'innovation qui est quand même assez forte, et surtout une culture d'entreprise qui est de refuser le statu quo. Donc clairement, on est collectivement porté par ces démarches d'innovation. Après, les questionnements qu'on se pose en interne, nous, elles sont plutôt d'une nature organisationnelle, c'est-à-dire on sait concrètement qu'on a une évolution du web qui se fait notamment par la technologie et qui permet des conséquences que moi je trouve heureuses sur l'expérience client, le marketing et la manière dont on interagit avec nos clients. Qu'est-ce que ça veut dire sur la manière de s'organiser? Est-ce qu'on doit du jour au lendemain s'organiser en recrutant 30 personnes d'un studio créatif jusqu'aux à des notions technologiques, légales et financières, ou est-ce qu'on doit avoir des organisations un peu hybrides avec des gens en interne qui maîtrisent ces sujets et faisant appel à des expertises externes? C'est des questions qu'on se pose et qui sont extrêmement structurantes, parce que quand on regarde cette culture Web3, pour en revenir au sujet quand même, on voit que c'est des organisations autonomes et décentralisées, on voit que c'est des gens qui travaillent plus sur des projets, et donc il y a cette culture-là. On voit qu'il y a de la créativité quand même qu'on peut aller chercher ailleurs. Donc je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est que nous, on a réussi à monter ce projet quand même assez rapidement. Je ne dis pas que ça n'a pas été un peu sportif à certains moments, mais en tout cas, tu pourras confirmer, mais en tout cas, c'était plutôt cool. Mais on n'a pas eu de gros problèmes en interne, on va dire, pour le mener. Maintenant, c'est comment on va faire vivre ça sur le long terme, et surtout comment on va faire du Web3 un outil quand même d'amplification de nos storytelling, de communication aussi avec nos membres, de co-création, qui ne vivent pas non plus complètement à côté de la marque, et qui se rattache aussi au reste de ce qu'on fait chez Lacoste. Et c'est vrai, on en parle souvent, le vrai enjeu, il n'est pas maintenant, il est dans 6 mois. C'est ce que tu disais, c'est la rétention de cette communauté, c'est l'activation et le fait qu'elle reste et elle devient cet amplificateur en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Benjamin, c'est que finalement, ça part du marketing, on se dit on intègre du Web3, comment on réfléchit, et puis on se rend compte qu'en fait ça pose des questions beaucoup plus essentielles, existentielles sur le fonctionnement de la société, sur quelles compétences, comment, en interne, en externe, en France. Et donc il y a des réflexions qui naissent de ça, parce qu'en fait, si vous devez vous développer dans le Web3, ce sont des réflexions obligatoires et incontournables. Donc pour résumer, parce que là, pour ceux qui nous écoutent, donc on est le 8 juin, tu disais lundi, donc nous sommes mercredi, donc ça fait 48 heures simplement que vous avez lancé ça, on va dire, sur les réseaux. Si j'ai bien compris, on peut rien acheter encore dans le Web3 pour Lacoste, on peut pas acheter de NFT,
c'est bien ça. Simplement, il y a une énigme qui a été lancée. Donc, en revanche, je pourrais, moi, aller sur les réseaux sociaux, dont le fameux Discord. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est un réseau social un peu particulier qui multiplie les channels. C'est-à-dire que dans le serveur Lacoste, il y a aujourd'hui, j'imagine, 10 channels, peut-être 15, 20. Alors, peut-être tu peux Peut-être ça, ce serait intéressant que tu nous expliques. Aujourd'hui, il y a 2 channels. Un channel qu'on appelle la waiting room, donc qui est l'espace, la salle d'attente, le SAS dans lequel vous arrivez. Et il y a ce deuxième channel qui a été lancé, qui est l'announcement. Et aujourd'hui, donc ce soir, nous avons d'autres channels qui arrivent. Bien évidemment, est-ce que je vous les dévoile maintenant? Ça serait gâcher la surprise on va diffuser ce soir. Donc on peut avoir peut-être une petite exclue. Ce podcast sera diffusé plus tard. Non, effectivement, il y a différents channels d'interaction, comme le disait Benjamin. Certains qui vont être par rapport à la culture, donc par rapport au sport. Donc vraiment, le but, c'est un endroit de partage qui n'est pas concentré sur le Web3. C'est-à-dire que si moi j'aime Lacoste, j'aime le Web3, j'aime le tennis, ou même j'aime que le tennis, je peux retrouver des gens qui partagent ma passion. Bien sûr, il y a des chats généraux qui vont être autour de l'évolution. Et ça, là, je ne vais pas aller trop loin, mais il y aura effectivement aussi des chats très spécifiques pour cette vision que Lacoste porte de collaboration créative décentralisée qui arriveront. Mais on ne veut pas se hâter. On veut prendre le temps, petit à petit, de développer les points. Oui, ça c'est la possibilité de s'emparer du crocodile et peut-être de le customiser. On a vu qu'il y a beaucoup d'artistes qui aiment réimaginer ce crocodile qui change de couleur, qui peut grossir, qui peut changer de forme, etc. Mais le drop, il a quelle forme? Qu'est-ce que j'achète? Pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Mais c'est vrai que tu as raison aussi, Lacoste véhicule des thématiques de sport, de tennis, de sport, mais aussi de mode. Parce qu'on porte aussi un polo Lacoste quand on va en société ou à un dîner. Donc on peut toucher effectivement différentes communautés. Mais sur le Web 2, Web 3, c'est intéressant aussi de se dire, est-ce que vous souhaitez onboarder aussi les gens qui suivent simplement votre Instagram ou le Twitter, ou pour l'instant vous êtes un focus vraiment très prononcé sur la communauté Web3, des gens qui ont un wallet, qui ont de la crypto, qui ont l'habitude des NFT, qui ont l'habitude de Discord. Pour l'instant, j'imagine c'est ça la cible. Alors, le danger dans ce genre d'opération, c'est de vouloir tout faire. Parce que, alors ça, clairement, en interne, il y a pas mal de gens qui sont venus me dire comment on fait le lien avec notre programme, nos activités CRM, comment on onboard nos clients plus Web 2, comme vous les appelez, dans cet univers-là. Donc, clairement, je pense qu'on ne peut pas vouloir poursuivre tous les objectifs. Donc, nous, on a pris le parti de créer, d'arriver dans le Web 3, de créer patiemment une communauté Web 3 et de construire notre projet avec cette communauté Web3. C'est pas moi qui vais arriver avec mes quelques mois d'expérience sur le sujet, en expliquant à des gens qui travaillent depuis 5 ans sur différents projets ce qu'il faut faire sur le Web3. Par contre, moi, ce que je souhaite leur apporter, s'ils aiment Lacoste, c'est les outils pour vivre une expérience Lacoste qui soit communautaire, qui soit co-créative. Et c'est ça qu'on va promettre à travers des NFT. On ne donnera pas tous les détails, mais c'est cette vision-là qu'on porte. Et globalement, on va commencer à construire à travers des communautés spécialisées Web3 sur des sujets liés aux NFT, aux crypto-monnaies, à l'artwork digital, mais aussi sur d'autres sujets. On évoquait la fashion. Lacoste, on est une marque fashion sport, donc du coup on abordera des sujets fashion, des sujets sport, des sujets vintage, beaucoup d'autres sujets, pour progressivement emmener quand même dans l'aventure des clients qui étaient parfois un peu moins spécialisés, un peu moins initiés, un peu moins pionniers, mais qui vont finalement, avec la démocratisation de ces technologies et de ces usages, rejoindre l'aventure. Et se posera un jour la question, je nous le souhaite, et je le souhaite aussi à tous mes confrères, qui est un bridge à mener entre le Web 2 et le Web 3 pour qu'on ait finalement plus qu'une expérience de marque qui a été réinventée, réamplifiée, avec beaucoup plus de valeur qu'auparavant et finalement des clients beaucoup plus onboardés dans la marque et dans son process de création. Oui, parce qu'on sait que le frein à l'adoption, c'est la création du wallet. Et donc, nous, on pose toujours ces questions-là aux marques avec qui on parle. C'est: est-ce que vous vous sentez investi de l'onboarding? Est-ce que vous avez conscience qu'en fait, c'est aussi à vous d'accompagner votre communauté existante à créer un wallet avec la meilleure customer experience, le plus de fluidité possible. Et nous, on est convaincus que c'est par là que va arriver l'adoption massive. Éduquer le consommateur. Éduquer le consommateur. Et ça, vous avez déjà réfléchi à ça ou...
Clairement, c'est des choses qu'on regarde. Nous, on n'a quand même pas vocation à démultiplier des expériences à droite à gauche. On a quand même un centre d'interaction extraordinaire en ligne qui est notre digital flagship, lacoste.com, qui est le carrefour finalement de nos expériences de marque, de nos produits, d'une livraison rapide, sans couture. Donc forcément, la vente de NFT, si je devais vulgariser à fond, la faire sur cet univers-là en quelques clics, c'est un peu la vision cible. Après, quand est-ce qu'on le fera et quand est-ce que la technologie sera finalement suffisamment sans couture pour le faire, c'est des questions qu'on regarde. Il y a même déjà des réponses. Après, encore une fois, nous vraiment l'objectif là dans les prochains mois jusqu'à la rentrée, c'est de construire cette communauté, de l'animer, de la rendre créative et de lui apporter aussi en retour toute une série d'avantages sur l'expérience de marque parce qu'elle est engagée. Il y avait quelque chose, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Velayenne tout à l'heure sur l'intellectual property, ce qu'on appelle le IP, intellectual property, dans le monde du Web3, des NFT. Là, il y a une piste intéressante, j'aimerais bien avoir ton sentiment, parce que l'IP a marqué les esprits avec les Bored Apes, les fameux singes dont tout le monde a parlé. On explique maintenant, les gens commencent à comprendre qu'en achetant le NFT d'un Bored Ape, on avait tous les droits sur l'image et on pouvait créer des t-shirts, un restaurant, il y a des gens qui vont faire des films là-dessus. En fait, on avait la propriété intégrale de ça. Alors on imagine, je ne sais pas si le crocodile, on pourra faire un film sur un crocodile quand on aura le NFT, mais j'imagine qu'il y a une piste de réflexion. Moi, j'aimerais avoir ton avis, Velayenne, sur cette piste intéressante par rapport aux marques. Est-ce qu'elles peuvent se délester, enfin, justement, étendre, partager cette propriété intellectuelle? Je pense que c'est effectivement un des gros enjeux. En fait, on peut le voir de deux manières. Tu peux le voir de la manière très disruptive, où tu dirais que demain une marque va aller se diluer. Et effectivement, imaginons, j'ai le NFT d'une marque, je vais pouvoir faire moi-même du merch de la marque. C'est une version totalement disruptive, presque chaotique de la manière dont le monde fonctionne aujourd'hui. On sortirait du capitalisme à ce niveau-là, je pense, presque. Intéressant ça d'ailleurs. Et il y a cette autre vision où au contraire c'est un enjeu justement de comprendre que ce NFT c'est un contrat. Comment je limite les conditions d'utilisation au sein de ce contrat? Limite ou autorise? Ou autorise. Et je pense effectivement, moi c'est mon sentiment, c'est que c'est un des points qui n'est pas énormément exploité aujourd'hui, parce qu'il est peu connu, même par les personnes de l'écosystème. Quand je dis peu connu, c'est-à-dire c'est qu'on peut... Aujourd'hui, on connaît la rareté d'un NFT par rapport à son nombre de traits, par rapport à sa supply. Demain, on pourrait créer des gamifications de rareté en partant du principe que ce NFT-là te permet de commercialiser, de reproduire. Celui-là te permet de faire usage personnel. Celui-là ne te donne aucun droit. Ah oui, des niveaux dans les NFT. Oui, avec des autorisations différentes d'exploitation. En revanche, pour une marque, c'est aussi le questionnement. C'est de se dire, si je partage mon crocodile, ici en l'occurrence, et que j'autorise les gens à l'utiliser, est-ce que ça déforce ma marque ou est-ce que ça l'enrichit? Moi, ça m'a toujours marqué dans le secteur de l'art. À Bruxelles, on a une fondation qui s'occupe de l'image de Tintin et qui est extrêmement sévère sur l'usage de l'exploitation, l'utilisation de l'image de Tintin. Eh bien, Tintin est devenu tout poussiéreux. Parce que comme personne n'exploite l'image, elle n'a pas été retravaillée, réimaginée, redessinée par d'autres. Et donc, Tintin, il s'effrite. En revanche, les comics, on peut évidemment pas faire des t-shirts de comics, mais... certains artistes utilisent et réinterprètent les images des comics, et donc l'image elle est véhiculée, elle circule, et en fait les comics restent très très sexy. Et donc c'est comment j'utilise justement l'autorisation que je donne à mes possesseurs de NFT ici en l'occurrence, comment je les autorise à exploiter mon crocodile sans que ça dévalorise ma marque, mais que justement ça l'amplifie. Comment ça peut renforcer ce lien d'appartenance. Ouais, vous avez des fameux enjeux là. Exactement, et toutes les marques ont ces enjeux-là. Après, il y a des choses qui sont très claires, c'est les droits de propriété intellectuelle classiques. Lacoste est une des marques les plus protégées au monde et continuera à l'être. Il y a aussi des discussions actuellement sur comment le droit de la propriété physique du Web 2 se transcrit dans le Web 3. Certains pays commencent à légiférer sur le sujet, des décisions de justice sont rendues. Donc ça, c'est des choses évidemment que tout le monde suit de manière attentive. Et après, il y a quand même la différence entre ce qui se passe en termes de propriété intellectuelle.
la marque appartient à la marque, et ce qui se passe en termes d'animation de la marque, où l'objectif quand même, c'est d'onboarder de plus en plus des consommateurs dans la créativité de la marque, et donc c'est de s'enrichir finalement en tant que marque de nos clients, des possesseurs de NFT, de nos communautés Web3, sans pour autant, c'est pour ça que ça s'appelle aussi du community management, tout terme hérité du Web 2, sans pour autant dévoyer la marque, il reste quand même un cadre de rôle et responsabilité et de règles. Effectivement, moi j'avais aussi une question dans votre réflexion d'entrée de façon holistique et 360 dans le Web3. Vous avez réfléchi justement au paiement en crypto de vos vêtements ou d'éventuels skins que vous pourriez faire. Est-ce que vous avez poussé la réflexion jusque-là aujourd'hui ou pas ? Ouais, ça là-dessus, c'est des choses qu'on regarde. Évidemment, on voit bien quand même le monde évoluer. On voit que cette semaine, le centre commercial à Paris de Beaugrenelle a décidé d'accepter les crypto-monnaies. On voit que ça bouge, donc c'est quelque chose qu'on regarde. Je suis pas en train de vous annoncer qu'on va le faire, mais en tout cas, on l'étudie. Et après, l'autre question, c'était sur les produits digitaux. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on regarde. Nous, donc là, on rentre dans le Web 3 à travers cette dimension communautaire, mais cette communauté, va falloir faire vivre dans des espaces. On a parlé d'un espace assez intéressant qui est Discord. Moi, j'y vois beaucoup de potentiel, mais c'est pas le seul espace où on peut animer une communauté. Là, ça nous amène vers tous les métaverses qui sont en train de se créer. Il y a certains métaverses centralisés qui génèrent déjà beaucoup d'audience, qui sont finalement des gaming, des jeux vidéo un peu socialisés comme Roblox, comme Minecraft ou d'autres. D'ailleurs, on a une initiative sur Minecraft au mois de mars où il y a plus de 4 millions de personnes qui ont joué dans une carte Lacoste, dans un univers Lacoste assez fantasmé. C'était assez incroyable. Donc ça peut être un terrain de jeu. Il y a des univers aussi décentralisés, le Sandbox, Decentraland et d'autres qui se créent. Peut-être qu'on aura aussi notre communauté qui s'animera dans ces espaces-là, et peut-être que notre communauté aura envie de s'habiller aussi dans ces espaces-là. Et clairement, c'est une réflexion qu'on mènera, même si c'est encore un peu tôt à ce stade, mais on regarde ça avec beaucoup d'attention. Oui, c'est intéressant quand tu parles de métaverse, parce que tout le monde en parle depuis que Facebook s'appelle Meta, et beaucoup de marques explorent. Alors, tu parlais de Sandbox, qu'on va recevoir d'ailleurs dans notre podcast, Sébastien Borgé. Alors, il y a des marques qui achètent des lands, donc des territoires dans des métaverses comme Sandbox ou Decentraland, pour ensuite imaginer des expériences, mais plus tard. Enfin, on voit que, d'ailleurs, Carrefour vient d'annoncer que finalement le land servira à du recrutement. Donc, comme quoi on peut être surpris par des marques. Donc, le métaverse, ok, vous regardez ça pour l'instant, ça va venir. On ne sait pas si l'horizon du métaverse c'est dans 2 ans ou dans 5 ans. Mais en termes de gamification, moi j'ai une question pour toi, Benjamin. On nous interroge beaucoup sur cette gamification. Elle peut être vue positivement, je pense que c'est ton cas, c'est notre cas. Elle peut être vue négativement, en disant les gens sont des adultes et n'ont pas besoin d'un jeu vidéo. On ne s'identifie tout simplement pas au code du gaming. Oui, c'est ça, au code du gaming. Est-ce que chez Lacoste, c'est quelque chose que tu penses bloquant, ou c'est quelque chose qui peut être totalement accepté par la communauté Lacoste ? En fait, la communauté Lacoste, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a plusieurs visages. Donc nous, c'est la chance qu'on a, c'est qu'on peut s'exprimer sur plusieurs terrains de jeu. Parfois, on sera dans un univers très sportif, qui est pas du tout, qui est gamifié, mais pas virtuellement comme Roland-Garros. Où donc là, on sera pas dans les codes des jeux vidéo. Parfois, on sera dans un univers extrêmement fashion, avec des collections de mode extrêmement avancé et dessiné avec beaucoup de créativité, et parfois on sera dans des propos de marque qui s'inséreront parfaitement dans l'univers du jeu vidéo. Quand il y a quelques mois, là au mois de mars, on a fait une collab donc avec Minecraft, où on a créé cette carte dans le jeu vidéo. On l'a aussi redescendu sur des collections. Vous pouviez acheter un hoodie Minecraft, un sweatshirt, un t-shirt, une casquette, avec des performances qu'on a vraiment beaucoup appréciées. C'est pas parce qu'on fait ça que du coup on ne peut pas aussi vendre des polos plus classiques ou un univers fashion. Donc tout l'intérêt pour nous en tant que marque, c'est vraiment encore une fois libérer le mouvement, et donc finalement aller sur des terrains de jeu qui parfois sont un peu plus nouveaux, un peu plus à risque, pour montrer un nouveau visage de la marque, parce que finalement c'est quand même ça qui est sympa avec une marque comme Lacoste, c'est ce que les gens attendent. Mais sur l'expérience Minecraft, j'aimerais bien, ça m'intéresse, il y a eu combien de visiteurs, parce que Minecraft est un jeu vidéo qui est extrêmement populaire, il y a des dizaines de millions de joueurs tous les jours qui vont sur Minecraft. Donc quand tu dis un territoire, en fait c'est un espace de jeu dans Minecraft. Il fallait prendre rendez-vous, il fallait avoir un lien spécial, on
on arrivait dans un espace Lacoste et on jouait et on gagnait, c'est ça, on gagnait des choses. Donc dans Minecraft, on a créé une carte où on a pu pousser dans l'univers Minecraft un petit peu tout l'univers un peu fantasmé qu'on a chez Lacoste. Il y avait un court de tennis, un crocodile géant. Sur le cours de tennis, on pouvait jouer. Il y avait un lanceur de balles qui d'ailleurs a été inventé par René Lacoste. Donc du coup, on a réutilisé cette histoire pour proposer à nos consommateurs de jouer au tennis sur un cours de tennis virtuel. Et en fait, c'est tout ce storytelling qu'on a pu pousser dans la carte Minecraft, dans un univers virtuel. Et c'est là où pour nous, en tant que marque, c'est hyper intéressant, c'est que clairement, quand on pousse une collection, une collaboration, bien sûr, on va l'exprimer très fortement, et c'est ce que les gens attendent aussi à travers des contenus photos, des contenus vidéo, mais là, on peut aussi rentrer quand même dans d'autres natures d'expériences qui sont complémentaires, où les gens vont passer 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, voire même 1 heure, à jouer avec la marque, et ça, c'est des choses qu'on a envie de développer très fortement. Ouais, ok. Il y avait aussi des choses qu'on pouvait gagner dans cette expérience virtuelle. On a plutôt travaillé des notions d'avant-première, notamment pour les membres de notre programme de loyalty. Il n'y avait pas forcément des choses à gagner dans le jeu, même si c'est des choses auxquelles on réfléchit pour d'autres expériences. Oui, ok, des avantages. En fait, on avait des avantages sur la marque. Ouais. Okay. Ouais. J'ai une petite question par rapport à tes compétences, parce que tu es orienté Customer Experience, et justement dans votre collaboration avec NFTs, est-ce que vous avez senti de la complémentarité de l'association de compétences, et est-ce que vous avez senti que c'était utile? Est-ce que complètement, ouais. Et clairement, moi, je viens de l'univers évidemment du Web 2. Chez Lacoste, je m'occupe de branding digital, de social media, d'activation de marque et également de toute la partie CRM. Donc, vous voyez un peu les natures de sujets. Avant, j'ai passé 8 ans chez Vente Privée, donc dans une notion plutôt e-commerce et des univers de marque. Donc, clairement, on a en interne chez Lacoste des profils extrêmement appétents à l'univers online, à l'amplification, à la manière dont on travaille un storytelling de marque et à la manière dont on le produit dans des contenus et dans des expériences. Après, ce que NFTs a pu nous apporter, et moi, ce qui a été hyper intéressant pour nous, c'est la culture Web3, c'est se faire challenger, c'est aussi une forme d'acculturation technologique, puisque on va pas vous mentir, il y a 1 an et demi, c'est pas des sujets sur lesquels on était des professionnels. Petit à petit, on monte en compétences, et surtout, il nous apporte aussi un regard neuf aussi sur une manière de travailler, parfois peut-être un peu plus agile que ce dont on a l'habitude. Et ça, c'est hyper intéressant parce que nous, ça nous challenge aussi sur le reste. Et ça, pour le coup, on regarde ça attentivement. Ok, donc ça, Véléienne, tu confirmes, Véléienne Swamy, donc l'agence NFTs a été créée d'ailleurs exclusivement pour ça. Alors, Benjamin parlait d'il y a 1 an et demi. 1 an et demi, ça fait déjà une éternité dans le monde du Web3. Vous, l'agence NFTs, donc, l'écosystème de transition que vous mettez en place est récent aussi. Ça fait juste quelques mois ou 1 an, je pense. Oui, c'est ça, une petite année. Ça évolue au fur et à mesure du temps. Parce que bien évidemment, dans un monde du test and learn, on a testé beaucoup de choses jusqu'à arriver à ce point où en fait, on a compris quel était l'enjeu. C'est qu'effectivement, on parle beaucoup du Web 2 vers le Web 3. Mais en fait, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, même là, dans cette collaboration, on apprend autant de Lacoste que eux apprennent de nous. Et ça va vraiment dans les deux sens. Ouais. Et en fait, pour moi, ce bridge, ce pont qu'on doit créer, il doit être ambivalent. Ouais. Il doit être à la fois d'accompagner effectivement les entreprises dites Web 2 vers le Web 3, mais aussi accompagner les entreprises dites Web 3 à comprendre certains frameworks et à créer aussi la visibilité, on va dire, du monde Web 2. Et les enjeux. Et les enjeux. Et je pense qu'il y a vraiment ces deux corrélations qui sont assez intéressantes. Tu parlais tout à l'heure, Claudia, quand on était en off, du tracking. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, si j'ai un site e-commerce, je vais traquer d'où viennent les flux, je vais aller regarder la data, je vais aller sourcer la data, prendre un data analyse pour me faire un dashboard. Aujourd'hui, est-ce que lorsqu'on lance une blockchain, on lance un projet NFT, est-ce qu'on source le trafic? Est-ce qu'on est capable de mettre des KPIs en face? Souvent non. C'est pas encore là. Ouais, nous, c'est le constat qu'on fait, c'est que les boîtes, les startups crypto-natives, étonnamment, n'ont parfois
pas les compétences Web 2 de la réflexion qui vient d'une réflexion acquise par les stratégies e-commerce. Donc, la data, le trafic, les audiences, le retargeting. Et c'est plutôt rassurant parce que au départ, on aurait pu croire qu'il y avait une fracture entre les deux mondes. Et en fait, le monde idéal, c'est le rassemblement de ces compétences et de ces deux univers. Et ça, je trouve ça un beau mot de la fin. C'est en ça que tout le monde apprend. C'est riche parce que c'est l'expérience qu'on a, le retour d'expérience que l'on a nous aussi. On est confronté à des gens qui viennent du Web 2, donc du e-commerce traditionnel, et maintenant des gens du Web 3 avec les NFT. Et on voit bien que les deux apprennent mutuellement. Et de toute façon, ce monde-là va tellement vite. La technologie est tellement puissante maintenant sur ça, sur la blockchain, les NFT. Il y a des différentes sortes de contrats. Je rentre pas dans la technologie des NFT, mais maintenant chaque blockchain aussi, Solana, on en parle beaucoup, propose des solutions NFT. En fait, on est challengé en permanence. Pour se tenir informé, ça devient incroyable. Il faudrait bosser 15 heures par jour. Mais vous, chez NFTs, c'est ce que vous faites. Vous êtes effectivement aux aguets, à l'affût de tout ce qui sort, et vous pouvez proposer des choses vraiment innovantes. Oui, mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a cette rapidité, cette vivacité. On le sait, on a déjà travaillé ensemble avec NFTs et ils sont overquick, parfois trop. Mais quand on est dans une entreprise comme Lacoste, par exemple, ou d'autres entreprises, on a des impératifs organisationnels qui nous empêchent d'aller aussi vite. Et parfois, c'est pas plus mal de ralentir parce que dans l'accélération, parfois, on prend pas toujours les bonnes décisions. Et donc, effectivement, là aussi, il y a une association de compétences, mais il y a aussi un alignement des rythmes. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on met le pied dans le Web 3, on est très vite victime du FOMO et souvent on ne dort plus parce qu'on a peur de louper le truc. Mais finalement c'est pas le rythme de la vraie vie et c'est pas le rythme du consommateur non plus. Donc bravo. Lacoste va prendre le temps apparemment. Hein, vous avez. Et c'est bien parce que on va prendre le temps. C'est-à-dire que nous on a une vision qui est très claire et après on va l'opérer dans le temps. On va avancer quand même vite. Hein, on n'a pas envie non plus d'attendre de mettre 6 mois entre chaque jalon, mais par contre clairement, on veut poursuivre une vision long terme. On n'est pas pressé, nous, de sortir des choses pour sortir des choses. On a la chance, en plus, d'avoir chez Lacoste un management qui porte une vision long terme pour l'entreprise. Donc, il n'y a pas d'empressement. Mais on croit quand même beaucoup à ce sujet-là. On croit beaucoup que c'est une transition, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, une transition entre le Web 2 et le Web 3. C'est pas une rupture. C'est une continuité finalement de ce qu'on fait depuis des années. Hein. Quand on regarde d'autres inventions, d'autres disruptions, Gutenberg a inventé l'imprimerie, hein, pas la lecture, mais par contre son invention a permis d'apporter, enfin de démocratiser quand même la connaissance, le transfert de savoir. Et nous on se dit que globalement, ça peut apporter des choses un petit peu comme ça, d'élargir un petit peu certaines expériences que technologiquement on avait un peu du mal à amener à nos clients par le passé. C'est marrant que tu parles de Gutenberg parce que je lis beaucoup de choses sur la disruption qu'apporte le Web 3 et on raconte il est dit que le Web 3 n'est pas une nouvelle révolution technologique comme l'a été la voiture, la radio, l'Internet, la micro-informatique. Pas du tout. En fait, c'est un bouleversement complet du type Gutenberg. C'est-à-dire une autre façon de voir le monde, une autre façon de l'écrire, une autre façon de l'imaginer. C'est quelque chose qui peut être vraiment très puissant. Je sais que toi, Véléienne, tu es aussi dans des réflexions comme ça, plus en dézoomant, en regardant la société, le phénomène social de ça. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue pour finir. En fait, si tu veux, c'est vrai que moi, parfois, je prends un peu de recul et je me dis, c'est assez dingue. On est passionné d'un registre comptable distribué. Tu vois, ce qu'est la blockchain en fait. C'est fou. C'est fou en fait. C'est hyper réducteur ce que tu viens de dire. La blockchain, si tu prends la définition pure et dure, hein, c'est un registre comptable où on inscrit des transactions. Ouais. Et c'est un peu ce que tu dis, c'est dans cette révolution. C'est pas vraiment la technologie en elle-même. C'est ces nouveaux schémas de pensée que ça nous permet d'avoir. Et usages. Et les usages. Effectivement, même dans le marketing, il y a des choses super intéressantes. Moi, ce que j'aime beaucoup, et après j'arriverai sur la dimension un peu plus sociale, c'est qu'on connaît l'engagement, l'acquisition, la transformation. Aujourd'hui, on a un nouveau, c'est la possession. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas théorisées. Parce que comme tu l'as dit, les personnes qui vont bosser, on va dire nativement dans la blockchain, n'ont peut-être pas ce regard marketing du monde classique. Et moi, c'est là aussi que je vois des réflexions intellectuelles qui sont très intéressantes quand tu pousses le truc un peu plus loin que sur ce qui se fait. Et en fait, quels vont être les bouleversements? Et d'un point de vue sociétal, c'est pareil en fait. Parce que, on le sait, un état d'esprit bouleverse une culture, bouleverse
des manières d'agir et d'opérer. On parle, c'est un grand terme quand on aborde les questions sociétales. Premier point, l'inclusion financière, bien évidemment. L'inclusion sociale, la capacité d'allouer mieux les ressources. Et on parle aussi souvent de démocratie liquide. C'est un mot qui revient souvent. Tu vois, quand on parle de blockchain, d'État, de pays, on parle de démocratie liquide. Mais en fait, cette démocratie liquide, l'enjeu qui est derrière et qu'est-ce que ça soulève, c'est le fait que chaque citoyen, chaque être humain est en pleine possession de chacun de ses choix. Et le wallet, c'est pareil. Lorsque tu as ton wallet, tu es en pleine possession. Donc il y a vraiment cette dynamique de empowerment, j'ai pas le nom en français. Oui, on a compris. De ça. Oui. Voilà. La reprise du pouvoir, du pouvoir, exactement. Du citoyen. Ça permet aux gens d'être autoporteurs, de s'autogérer et de décider. Non. Mais tout le monde ne le veut pas. Ça aussi, c'est important. Ah oui, ça, on est d'accord. Ça, c'est le vrai challenge là-dessus. Oui, tout à fait. C'était très intéressant. Moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, la plupart, mais il y a beaucoup de projets qui ont commencé par le projet. Et ce que je retiens, c'est que Lacoste s'est détaché de ça et s'est dit, je construis les fondations. Et les fondations, c'est la communauté. Parce que sans communauté, il n'y a pas de projet. Donc bravo à vous deux, parce que vous avez réussi le challenge. La première pierre à l'édifice. Et on vous souhaite évidemment bonne chance pour tout le reste. Et on remercie beaucoup Benjamin Blamoutier de chez Lacoste et Véléienne Swamy de chez NFTs d'être venus aujourd'hui nous parler de ce projet Lacoste. Voilà. Merci à tous les deux. Et merci de nous accueillir aujourd'hui. Et peut-être qu'on peut se reprogrammer un podcast d'ici quelques mois quand on pourra connaître plus de choses, quand vous pourrez dévoiler plus de choses. Avec plaisir. Et voilà. Quand vous voulez. Donc on vous souhaite une bonne écoute. On vous le demande chaque fois. C'est un peu récurrent, c'est un peu fatigant, mais c'est très important pour nous de nous mettre 5 étoiles. Benjamin, j'ai mis hier. Voilà. Et de vous abonner. Voilà, merci. J'ai mis un petit avis. Voilà. Je dis super podcast. Merci. Et de vous abonner, parce que les étoiles sans l'abonnement, ça ne compte pas pour l'algorithme. Donc merci beaucoup. Et en plus, on a un site web maintenant qui s'appelle nftbusiness.tech sur lequel vous pouvez avoir plus d'infos et mettre votre email pour recevoir la newsletter. Et promis, on ne vend pas notre data, on la garde juste pour nous et on vous enverra des infos croustillantes. Ah bah oui, on est très Web 3. Voilà, donc à bientôt, bonne écoute. Merci. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos feedbacks, on est toujours preneurs. C'était NFT Business.